Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue sur Juste un débat, votre émission. Aujourd'hui, nous recevons deux compatriotes venus prendre part naturellement au dialogue national inclusif. Monsieur Jacques Rougou, bonjour. Monsieur, bonjour. Juste à côté, en face de Monsieur Jacques Rougou, Monsieur Nicolas Mandji. Monsieur Nicolas Mandji, bonjour. Bonjour. Alors, le dialogue national inclusif s'est ouvert le 2 avril. Nous en sommes à la phase des plénières des sous-commissions. Pouvez-vous, à votre niveau, membre de la commission économie et finances, je précise, pouvez-vous nous faire un petit bilan des travaux qui ont été conclus jusqu'ici? Mais avant, je tiens à préciser que M. Nicolas Mandji est un compatriote qui est installé à Dakar, au Sénégal. Après la fin de ses études, il s'est installé et il est chef d'entreprise. Vous êtes dans le secteur notamment des services. Des services, lesquels services? Alors, j'ai créé une entreprise qui s'appelle Winner Company qui fait dans le marketing, la communication digitale et également le management stratégique. Tout cela, voilà. C'est à Dakar, au Sénégal. Dakar, au Sénégal, effectivement. D'accord. Alors, revenons sur les travaux auxquels vous avez participé pendant quelques semaines dans le cadre de votre sous-commission économie et finances. Que peut donc attendre les compatriotes qui ont, eux, fait de nombreuses propositions sur la base de laquelle vous avez travaillé? Très bien. Donc, permettez-moi rapidement d'ajouter quelque chose. Je suis aussi le président de l'Association des professionnels et entrepreneurs gabonais au Sénégal. D'accord. L'APEX. C'est une précision de taille à vraiment donner ici. C'est-à-dire qu'il y a un bon nombre d'entrepreneurs gabonais. Il y a beaucoup d'entrepreneurs gabonais installés au Sénégal et de professionnels, donc des travailleurs salariés. Mais aussi, on a des expatriés qui sont là-bas pour cause de travail, notamment par exemple les fonctionnaires internationaux de la SECNA. Donc, on en a à Dakar. C'est très important. Alors, pour les travaux du dialogue, comment ça s'est passé? Notamment en matière de travaux dans les sous-commissions. On a commencé par faire un historique ou un répertoire de toutes les contributions qui ont été apportées par les concitoyens. Après avoir fait ce répertoriage-là, on s'est mis maintenant à travailler par deux méthodes. On avait la méthode thématique, c'est-à-dire on choisissait des thèmes, et à partir de ce moment, toute la sous-commission devait travailler sur le même thème. Et il y avait aussi la méthode de groupe, de travail par groupe, c'est-à-dire qu'on se divise les thèmes, mais par groupe. Et nous avons choisi d'adopter la méthode de travail par groupe pour aller beaucoup plus vite, parce que les délais qui nous sont impartis sont malheureusement très courts. Et nous nous sommes dit à partir de ce moment qu'on va affecter des thématiques qui ont été abordées par les concitoyens à chaque groupe. Et dès lors qu'on a fait ce travail-là, tous les sous-groupes se sont mis au travail et ont commencé par analyser les diagnostics qui ont été portés par les citoyens. On a eu des diagnostics sur le coût de la vie, donc la vie chère, des diagnostics qui portaient sur également le secteur productif et d'autres qui portaient sur le commerce et la réappropriation de l'économie par les nationaux, donc les autochtones, tout en maintenant des partenariats stratégiques avec les nations étrangères pour nous apporter leur expertise parce qu'on ne connaît pas tout et là on a besoin de cette expertise-là sur le plan local pour performer au sein de notre économie. Donc c'est essentiellement ça qui nous a amené à constituer le travail de la sous-commission économie et finances qui était conduite par M. Pierre Claver et M. Tita Michel. M. Claver-Fouba. Voilà, Pierre Claver-Fouba en tant que président et M. Tita Michel en tant que rapporteur général. C'est ça. Vous qui êtes dans le domaine des services, alors que vous êtes originaire d'un pays qui vit de rente, récemment, quelques 48 heures plus tôt, le Gabon est passé numéro 1 de producteur mondial de manganèse. Toujours les matières premières, Mais les services sont un peu le parent pauvre de notre économie. Je vais prendre deux exemples, les banques, les assurances, l'informatique. Comment faire pour que nous sortions de cette posture d'économie de rente pour une économie de services, pour une économie plus attractive et moins dépendante de nos matières premières? Très bien. Alors, il faut dire ici que le Gabon doit nourrir de très grandes ambitions pour y arriver. Et comment ça doit se matérialiser dans la pratique? Il faut mettre en place un système de formation qui casse l'inadéquation entre l'emploi et la formation. Donc, un système qui est basé sur la réalité locale. Un système également les besoins du marché. C'est-à-dire que l'offre d'emploi aujourd'hui est inférieure à la demande. Je vais vous prendre un exemple très simple. On a vu tout sur les réseaux sociaux comment les gens sont partis déposer les dossiers pour le concours de l'EPCA et l'ENA. Mais surtout l'EPCA. Et vous avez même vu qu'il y a des personnes qui se sont mis à s'évanouir
d'autres qui ont été marchés dessus, tellement l'EPCA, c'est l'école de l'engouement, préparation, l'école de préparation à la carrière administrative. Oui. Et vous voyez, cet engouement-là montre que, en réalité, on n'est pas en phase avec notre marché du travail, qui reste encore un marché où on a des jeunes qui viennent pour postuler, mais qui viennent avec le profil qui des profils qui ne correspondent pas à la réalité même du travail ou de l'emploi qui est mis sur le marché ou bien à leur disposition. Alors, le Gabon doit mettre en place des politiques de formation très innovantes dans le secteur de la technologie, dans le secteur des banques, dans le secteur des assurances. Et pour cela, il faut y aller progressivement. On ne peut pas changer un pays d'un coup de baguette magique en une journée. Il faut aller étape par étape. Il faut aussi se servir de la diaspora, de ces jeunes, de ces femmes, de ces hommes qui sont allés à l'étranger, qui ont un savoir-faire et qui peuvent apporter de l'innovation sur le plan local. C'est très, très, très important. On ne peut pas développer un pays aujourd'hui, au XXIe siècle, sans la diaspora. Et ça, beaucoup de nations à côté de nous nous l'ont démontré, comme par exemple le Sénégal, là où je viens, le Mali, etc., même le Cameroun aussi, nous le démontrent au quotidien. Et maintenant, à partir de là, on doit créer ce qu'on appelle des bassins d'emploi. C'est quoi le bassin d'emploi? C'est-à-dire que quand vous prenez aujourd'hui la région de Mwanda, ou la zone de Mwanda où il y a Comilog, la compagnie minière de Logoué qui est devenue numéro 1 en matière d'extraction ou de production de manganèse, il faudrait que là-bas, on ait des centres de formation qui soient capables de former les Gabonais dans la production, dans l'exploration, mais aussi des mines justement, mais aussi qui soient capables de former dans la transformation et créer maintenant des pôles industriels qui vont permettre à ces derniers-là d'exercer leur métier ou les capacités qu'ils ont réussi à obtenir lors des formations. Il faut dire qu'il y a effectivement un centre, une école supérieure ou un centre qui forme dans les métiers miniers. Mais aujourd'hui, quel est le résultat? Est-ce que lorsqu'on fait une annonce de recrutement pour postuler, pour obtenir un poste d'ingénieur, par exemple dans le domaine des mines, combien de Gabonais viennent pour postuler? Il n'y en a pas beaucoup. Je vous prends un exemple. Récemment, Total a fait un poste où il recrutait 40 profils, notamment des ingénieurs. Mais là encore, malheureusement, il n'y avait pas beaucoup de Gabonais ingénieurs en pétrochimie. Est-ce que ce n'est pas le fait démographique? Il y a le fait démographique, mais il y a aussi le fait que la formation qu'on a encore actuellement est en inadéquation totale avec la réalité du marché du travail. Et il faut réadapter ou réajuster cela par des politiques très, très ambitieuses et très innovantes. Et il va falloir changer aussi les mentalités. Parce qu'on ne peut pas construire une nation avec tout un pan de la population qui travaille dans l'administration. C'est quasiment impossible. Tout le monde veut être au trésor public, aux impôts, derrière un bureau, effectivement. En résumé. Monsieur Jacques Rongou, vous êtes sur la vie, je vais dire civile, vous êtes un homme politique, vous êtes président d'un parti. Vous êtes ici en tant que personne ressource, non pas spécialement en tant que président de votre parti. Le secteur de l'emploi, la relation est toute trouvée entre les éléments d'économie et de finance et l'emploi. On insistait sur l'inadéquation formation-emploi. À votre niveau, quels ont été les éléments essentiels autour desquels ont ponctué vos travaux pendant cette période de pré-plénière? Ok, merci, monsieur le journaliste. En fait, je fais bien des déclarations de l'expert qui vit au Sénégal. Le problème au niveau de notre pays, c'est qu'on n'a pas su faire la programmation entre la formation-emploi. Et justement, les jeunes où la programmation de l'emploi a été... Le choix d'orientation. Voilà, au niveau de l'orientation n'a pas été bien fait parce que les gens se sont dit, tout de suite, il faut aller à l'assaut du gain. Or, il faut d'abord la formation-emploi. Aujourd'hui, vous comprenez bien que les expatriés qui arrivent au Gabon, ils viennent avec une spécialité bien donnée. Certains expatriés, pas... Oui, pas tous, d'accord. Mais ils viennent avec une expertise bien donnée. La cordonnerie, la pâtisserie, ce qu'on appelle les petits métiers. Oui. Vous voyez, donc quand ils viennent, ils visent. Ils disent, bon, moi je vais faire ceci. Et nous, les Gabonais, qu'est-ce qu'on fait? On se contente du bureau. Alors que de tels métiers peuvent servir. Et on parle du chômage, ce qui n'est pas juste. Donc il faut faire une programmation, formation-emploi dans les petits métiers, pâtisserie, même le jardinage. Mécanicien, taulier, ainsi de suite. Tout ça là, ça booste l'économie.
Ce n'est pas seulement la fonction publique comme on a travaillé dans nos ateliers. Il faut des petits métiers qui donnent aussi, qui font rentrer de l'argent au trésor à partir des taxes. Donc il faut la formation emploi, recyclage. Voilà un peu ce dont on a essayé de câbler au sein de nos commissions. Formation emploi, réinsertion, recyclage. Donc aujourd'hui, il faut former les Gabonais dans des emplois dont le marché a besoin. Tout à fait. Voilà. Or, il n'y a pas de formation. Des gens viennent, ils veulent aller au travail. Quand Monsieur Rongo, nous avons des centres de formation professionnelle. Oui, mais ça ne suit pas. Ici au Gabon. Mais ça ne suit pas. Ceux qui sortent du centre d'emploi, par exemple comme en Kimbo, ils n'ont pas l'emploi, il n'y a pas la soutenance. Celui qui sort mécanicien, auto, à Ondimba ou en Kimbo, qu'est-ce qu'il fait? Il ne fait rien, il est à la maison. Parfois, ceux qui font infirmière. Oh oui, tout ça, ils sont à la maison. On ne les case pas. Le gouvernement ne suit pas. Ce n'est pas une manière de condamner le gouvernement. Non, il faut suivre. Le gouvernement, la loi de programmation sur les emplois. Il faut dire, bon, le Gabon, par exemple, en termes de médecine, on a besoin de combien d'infirmiers? On attend. Ou de sages-femmes. Ou de sages-femmes. On attend. On les forme. S'il y a déjà ceux qui sont formés, on les envoie à l'intérieur du pays. Parce que ce n'est pas seulement Libreville qui doit bénéficier de toutes ces formations. Non, il faut aussi les envoyer à l'intérieur du pays. Et là, ça entraîne encore un autre problème parce que au niveau des salaires, ou bien le domaine de l'administration, ils sont obligés de quitter Mouila pour venir encore Libreville pour le suivi de leur carrière administrative, pour les stages et tout cela. Or, ça doit suivre. Donc, il y a tout un enchaînement qu'il faut que le gouvernement s'attelle à faire. Donc, formation, emploi, affectation, suivi administratif. Voilà, donc c'est ça. Tout ça, c'est un engrenage. Donc, l'État doit prendre en compte tous ces facteurs. Monsieur Jacques Rungou, il y a quelques années, je pense que peut-être certains d'entre nous, quand on était au lycée, on avait ce qu'on appelle des orientations qu'on nous faisait prendre avant le bac. En fonction du profil et des qualités de l'élève, par exemple. Or, cela a disparu. Les élèves parfois décident eux-mêmes, ou bien les parents décident à la place des élèves au mépris de leurs prédispositions ou des choix qui sont les leurs. Les parents décident. Est-ce que ça n'a pas d'incidence, effectivement, sur la formation? Parce qu'à l'absence de motivation, l'absence de ceci, tout cela ne produit-il pas les résultats de la qualité? Oui, mais ça freine un peu. Au niveau de la Chine, par exemple, à l'âge de 2 ans, 3 ans, on oriente déjà les enfants, par exemple, sur l'électronique. Vous voyez? Or, ici, on veut que les enfants aillent dans de spécialités qui ne sont même pas... pour lesquelles ils ne sont même pas intéressés. Non. Et ça, c'est un danger. Il faut bien... Il y a les petits enfants qui commencent à réparer les voitures à l'âge de 2 ans, 3 ans, les petites filles qui commencent à tresser. Donc, quand le parent est vigilant, il commence à orienter son enfant dans ce domaine-là pour que l'enfant devienne performant dans ce domaine. Or, aujourd'hui, on décide à la place des enfants. Et ça a un impact sur le domaine de l'emploi. Sur l'homme qui va devenir. Voilà, ce qui va devenir demain. Moi, j'aurais aimé que, de l'âge de 3 ans, 4 ans, 5 ans, à la maternelle, à l'école primaire, on commence à orienter les enfants dans les spécialités dont ils désirent à l'avenir. Et ça, c'est un pas important. Et dès que l'enfant est orienté, par exemple, comme ingénieur, un agronome, à partir de la classe de la seconde, on l'oriente dans ce sens-là, ingénieur agronome. Et là, il connaît ce qu'il veut faire. Dans la médecine, il y a des enfants qui m'apprennent à injecter. Donc, toutes ces choses-là doivent être déjà en amont. Le gouvernement doit commencer déjà à déceler. Dans les familles, on décèle, le gouvernement fait le relais, ainsi de suite. Ça avance. Mais si ça ne s'est pas fait de la sorte, je crois que nous aurons toujours un problème avec l'emploi de nos enfants dans différentes carrières. Quelques secondes encore avec vous, monsieur Jacques Rungou. Nous avons des jeunes Gabonais qui vous réparent un téléphone portable alors qu'il n'a fait aucune étude, il n'a été nulle part dans aucune école pour apprendre à faire cela. Un produit qui est réalisé et construit, on va dire, au Japon ou en Chine, il vous le démonte, il vous le remet en place. Il y en a qui réparent des ordinateurs, il y en a qui n'ont été dans aucune école. La question est valable pour vous deux. Comment pouvez-vous expliquer cela, oui. M. Jacques Rungou? Merci beaucoup, M. Justin. Mais c'est important. C'est un capital qu'il faut déjà exploiter. Il faut prendre cette bonne volonté. Ce sont des génies. Il faut les récupérer. L'État a le droit de regarder. Le parent a le droit de dire au gouvernement, j'ai mon enfant qui répare le téléphone, il n'a pas appris. Vraiment, il faut qu'on le prenne. Et on le forme. On le lance, l'accompagne. C'est important. Si les parents ne sont pas vigilants sur ce que les enfants veulent faire, c'est aussi dangereux.
Mais c'est l'État et ses enfants à déceler ce que les enfants veulent faire et puis commencer à ouvrir des brèches au niveau de la formation et l'accompagner. C'est important. Monsieur Nicolas Mandji, comment justifiez-vous cela? Je vais prendre mon exemple. Je n'ai pas été à l'école, mais je suis capable de réparer un ordinateur, je suis capable de réparer une caméra ou un téléphone portable. Comment pouvez-vous expliquer cela? Bon, la principale raison, c'est notamment les jeunes qui vont faire de l'auto-formation. Donc, ce sont des autodidactes qui vont apprendre par eux-mêmes en regardant, par exemple, des vidéos sur YouTube, sur Internet, etc. et qui vont s'auto-former dans ces domaines du numérique ou de la nouvelle technologie. Alors, il faut dire ici que le Gabon a la possibilité de créer des grands pôles urbains ou des parcs technologiques dont les populations locales vont s'approprier pour permettre à ce qu'on puisse nous-mêmes faire des réparations sur place de ces appareils technologiques ou numériques. Je m'explique très rapidement. Lorsque vous prenez les stratégies nationales de développement du secteur numérique dans les pays ouest africains comme le Sénégal, le Mali, etc., vous allez vous rendre compte qu'il y a un pôle dédié à la formation et à la réappropriation des outils technologiques par ceux qui sont déjà dans le marché même du monde professionnel, qui sont actifs et qui sont en exercice pour les permettre de modéliser ou de pouvoir encadrer ou structurer leur apprentissage. C'est très simple. Quelqu'un, donc, comme vous l'avez si bien dit, qui sait déjà réparer les téléphones par lui-même, ou bien qui a appris sur le tas, c'est-à-dire il a fait de l'apprentissage, il a été chez quelqu'un, il a appris la mécanique. Il y a des programmes qui sont mis en place pour structurer leur apprentissage afin de mieux les orienter. Et ici, qu'est-ce qu'on constate? Malheureusement, au Gabon, on n'a pas des programmes qui permettent de structurer les formations ou les compétences de ce genre de personnes. Et le Gabon doit donc travailler à instaurer des politiques ou des stratégies nationales qui vont tendre à récupérer ces personnes-là, modéliser leur formation afin qu'eux-mêmes ils deviennent aussi des formateurs. C'est très important. C'est ce qui va permettre à l'économie du pays de pouvoir s'en sortir et de bâtir des champions nationaux. Économie et finances, c'est votre sous-commission. Oui. Il y a quelques mois seulement, l'État gabonais, à travers le ministère de l'économie, justement, a sorti des chiffres positifs, ce qu'on n'a pas vu depuis de nombreuses années, sur les prestations de la douane, par exemple, des impôts. C'est-à-dire que le régime, les recettes fiscalo-douanières ont été correctement enregistrées et le ministre Maïz Moussi d'ailleurs reçoit la sympathie et le soutien de la population parce qu'on estime que le travail a été bien fait. Comment vous pouvez vous expliquer directement pourquoi est-ce que la douane et les impôts, par exemple, se mettent à produire effectivement ce qu'ils devaient faire depuis longtemps? Très bonne question, c'est une question très pertinente. Comment ils ont fait? C'est très simple. Au départ, quand le ministre Maïz Moussi vient, il trouve ce qu'on appelle par exemple des niches. Il a fait ce qu'on appelle une centralisation des caisses, en faisant par exemple en sorte que le FGIS, donc le Fonds gabonais d'investissement stratégique, qui gère ce qu'on appelle le Fonds de la République gabonaise de souveraineté, toutes les niches ou tous les endroits où étaient situées les caisses du Fonds gabonais d'investissement stratégique qui gérait les participations de l'État dans certaines entreprises, les a centralisées. Cette centralisation-là a boosté donc les chiffres. Quand on prend par exemple le cas de la douane, ils utilisent un logiciel qui s'appelle Sidonia World. Ce logiciel-là permet de faire les déclarations de douane de façon numérique et permet aussi un accroissement des recettes parce que le temps qu'on met pour faire des procédures va être réduit drastiquement. Oui. Et ce sont l'engagement de ces deux outils, mais aussi le dynamisme qu'il a apporté, ça il faut le lui reconnaître parce qu'il était très dynamique, mais également les performances des agents qui ont permis ce beau résultat-là. C'est très important de le souligner. C'est pourtant avec les mêmes agents. C'est avec les mêmes points de recouvrement, etc., qu'on a ces résultats positifs. Ça veut dire qu'avant... Oui. La stratégie n'était pas la même. Parce qu'avant, il faut reconnaître aussi que malheureusement, il y avait des comportements... Avant le 30 août. Avant le 30 août. Merci beaucoup. Avant le coup de libération, malheureusement, beaucoup d'agents n'avaient plus de motivation. Ça se ressentait même par les performances économiques du Gabon, sur le plan douanier, sur le plan fiscal, mais aussi par l'engouement. Et on a eu un ministre qui maîtrisait déjà son domaine parce qu'il faisait déjà des rapports et des études économiques qui montraient l'impact même des politiques économiques du Gabon. Et il savait exactement ce qu'il fallait faire lorsqu'il est arrivé. Et ça l'a permis notamment de réaliser de ces belles performances lorsqu'il est rentré en fonction. Parce qu'il a remotivé et boosté le moral des agents aussi. C'est tout le mal qu'on peut souhaiter au ministre Maïz Moussi.
au gouvernement de la République, mais surtout que tout cela se fasse pour le bonheur des Gabonaises et des Gabonais. Monsieur Jacques Rungou, au niveau de l'emploi, on va revenir là-dessus parce que la jonction entre l'emploi et la formation est presque indissociable. Comment faire pour susciter la formation chez nos jeunes? C'est-à-dire, ceux qui sont à la maison, on connaît les petits Gabonais, je vais être un peu trivial. J'habite chez papa, j'habite chez maman, je ne paye pas l'eau, le courant, j'ai tout ce que je veux. Pourquoi est-ce que je vais aller travailler? Comment peut-on faire pour amener ces gens-là, ces jeunes-là à se responsabiliser, à sortir de là? Avez-vous une idée sur les mécanismes qui pourraient être utilisés pour? Effectivement, j'ai une idée là-dessus parce que ce qu'il faut d'abord reconnaître, c'est que les enfants ont besoin du soutien des pères, bien de la famille. Dans ce concept, il faut que le parent soit juste d'abord avec l'enfant et l'orienter sur ce dont il a besoin. Je garde mes enfants à la maison, il y a un que j'ai envoyé faire réparation, ordinateur et tout. C'est ce dont il a besoin. Il manipule l'ordinateur et tout. Là, il a dormi aujourd'hui à 3 h du matin parce qu'il était question qu'il travaille sur certaines thématiques, réparation d'ordinateur. Le parent doit être vigilant. Regardez d'abord ce que le fils veut. Je ne vais pas chasser mon enfant parce qu'il ne travaille pas. Non, je dois l'encadrer jusqu'à créer quelque chose qui lui permet de s'autonomiser. Donc, en cherchant mon enfant un emploi, il faut que je le forme. Former, il faut que j'ai des moyens. C'est pas facile d'aller à Ondimba, c'est pas facile d'aller en Kimbon. Si le parent n'a pas d'argent, c'est pas facile de former un enfant. Donc, il y a tout un groupe d'éléments qu'il faut d'abord rechercher, c'est l'argent. Le père est chômeur, la mère est chômeur. Comment est-ce que le père peut faire pour envoyer son enfant apprendre des métiers s'il n'a pas d'argent? Donc, là, c'est un problème. Le problème est profond. L'enfant veut travailler, il va apprendre des métiers, le père n'a pas d'argent, il n'a rien. Comment est-ce qu'il va faire? Encore une fois, l'État est appelé à jouer son rôle. Très bien. Donc, il y a tout un cheminement à suivre. Donc, vraiment, c'est un peu difficile aujourd'hui pour dire les enfants, on les garde à la maison parce qu'ils n'apprennent pas. Non, il faut trouver des mécanismes. Moi, par exemple, j'ai eu ce bonheur d'avoir un peu d'argent pour envoyer mes enfants à l'école. Mais il y a d'autres qui n'ont pas d'argent pour envoyer à l'école, pour se faire former. Surtout, c'est la formation. Oui. Voilà. Donc, on est obligé de dire les enfants ne veulent pas apprendre. Non, il faut que l'État vienne à la rescousse. C'est-à-dire, ils peuvent créer même des centres de formation pour des parents, pour les enfants dont les parents sont démunis. On crée un centre comme ça, un grand centre. On a Basile Ondimba, on a pas mal d'autres entités de ce genre. Oui, c'est vrai. Oui, mais pour accéder à Basile Ondimba, il faut faire des concours. Il faut avoir aussi quelque part un ami qui puisse l'aider. Il y a des situations pratiques qui échappent à beaucoup de personnes. Pour aller à Ondimba faire un concours. Et le concours, c'est combien de temps? Ça, c'est peut-être après 5 ans, 6 ans. Mais l'enfant qui a 21 ans et qui va apprendre une spécialité, et attend 5 ans pour qu'Ondimba réalise un concours, c'est difficile. Mais moi, j'aurais aimé que l'État dise, ça c'est le centre qui est créé pour les enfants dont les parents sont démunis. Là, ça c'est d'abord ça. Et ceux-là peuvent aller sans concours. Ils rentrent là-bas sans concours. Je ne sais pas si l'État peut faire aussi, ouvrir cette brèche-là. Mais l'État a la possibilité d'ouvrir cette brèche. Un centre qui n'a pas besoin de concours. Ceux qui sont sortis du cercle normal, du circuit normal d'études, ils rentrent. Ceux qui au CP2, 6e, 5e, ils rentrent par voie non concours, sans concours. Voilà un peu. Et de là, il apprend un métier et rentre dans le monde de l'emploi selon les besoins de l'entreprise. C'est interlié, formation, emploi, c'est interlié. Ça se croise. Donc il faut former les gens, mais la formation ne peut que si on a des moyens au Gabon. Mais ceux qui n'ont pas de moyens, qui n'ont rien, des parents qui sont démunis, qui ne peuvent pas envoyer les enfants à l'école apprendre des métiers, c'est difficile. L'État doit venir au secours de ces familles-là. Former les enfants. Il y a beaucoup qui veulent apprendre, mais les conditions d'apprentissage sont difficiles. Merci beaucoup, Jacques Rungou. Le dialogue national inclusif pour trouver des solutions à tous les domaines qui touchent la vie de notre cher et beau pays, le Gabon, l'emploi, élément essentiel, l'économie et les finances, naturellement, pour les faire vivre et les faire tourner, il nous faut des personnes belles et bien formées. Madame, Messieurs, c'est fini aujourd'hui pour juste un débat. Nous avions M. Jacques Rungou et M. Nicolas Mandji comme invités.
À bientôt.